Salut tout le monde, Binoclard est de retour. Ça va tout le monde? J'espère que vous vous portez bien. Il fait un petit peu froid le matin, hein, un tout petit peu. Hein. Mais le premier qui rallume le chauffage, il a perdu. Il a perdu quoi? Je ne sais pas, à vous de me le dire. Il y a des paris comme ça qu'on voit émerger sur les réseaux sociaux ou réseaux internet. Oh, je préfère parler de réseaux internet parce que des fois les réseaux sociaux portent très mal leur nom. Bon. Alors comme je voulais annoncé hier et comme certains l'ont vu, j'ai fini Saut de 14 de Maurice Genevoix. Une plume très très lisible, hein, c'est pas difficile à lire. Par contre, c'est très prenant. C'est moi perso, ça m'a pris aux tripes. Il y a beaucoup de passages qui m'ont pris aux tripes. Peut-être parce que quand on lit ce genre d'ouvrage, on pense, on repense à nos anciens qui ont fait 14. Pour moi, ce sont mes arrière et arrière-grands-parents. Pour vous, ceux qui sont plus âgés, oui, parce que je fréquente beaucoup de personnes qui ont 40, 50, 60 ans. C'est très bizarre. Non, c'est parce que c'est une question de mentalité. Voilà, on se regroupe plus facilement quand on a pas les mêmes idées, mais les mêmes passions surtout. Les mêmes idées, c'est pas gênant ça. Bon, et pour ceux qui ont ces âges-là, c'est directement leurs grands-parents, voire leurs arrière-grands-parents. Bon, et c'est pour ça qu'on éprouve toujours une certaine tendresse également à lire ces ouvrages, parce que on ne veut pas que ces hommes avec un grand H, parce qu'il y a aussi le rôle des femmes. J'en parlerai tout à l'heure. On ne veut pas que ces hommes tombent dans l'oubli. Et on ne veut surtout pas qu'ils soient morts pour rien, parce que je me permets de faire un petit parallèle, très délicat, très dangereux peut-être, pour certains, mais nos poilus qui se sont battus contre un ennemi extérieur qui envahissait le pays, aujourd'hui le pays il est bouffé de l'intérieur. Hein. Donc bon, voilà, c'était le petit parallèle que je voulais faire. Alors comme vous l'avez promis, ça fait 2 semaines que je voulais le faire, mais il se trouve que je ne peux plus publier directement de vidéos sur Cacabook, sur l'oiseau bleu de malheur qui ressemble désormais à la lettre X. Ça fonctionne, mais sur Cacabook, ça ne fonctionne pas. Alors je passe par cette chaîne YouTube pour pouvoir vous les lire un peu. Alors j'ai noté. Hein. Dans le village, des officiers à brassard courent en gesticulant. 2 autos nous croisent à toute allure qui soulèvent la poussière en lourdes volutes. Et des blessés se traînent, déséquipés, presque tous sans fusil, dépoitraillés, guenilleux, les cheveux collés de sueur, âvres et sanglants. Ils ont improvisé des écharpes avec des mouchoirs à carreaux, des serviettes, des manches de chemise. Ils marchent courbés, la tête dolente, tirés de côté par un bras qui pèse, par une épaule fracassée. Ils boitent, ils sautillent, ils tanguent entre 2 bâtons traînant derrière eux un pied inerte emmailloté de linge. Et nous voyons des visages dont les yeux seulement apparaissent, fiévreux et inquiets. Tout le reste deviné mutilé sous des bandes de toile qui dissimulent. Des visages borgnes, barrés de pansements obliques qui laissent couler le sang le long de la joue et dans les poils de la barbe. Et voici 2 grands blessés qu'on porte sur des brancards, la face cireuse diminuée, les narines pincées, les paupières closes et meurtries, les mains exsangues crispées au montant de la civière. Derrière eux, des gouttes larges marquent la poussière d'une trace régulière et sombre. Au porteur, les autres blessés demandent « L'ambulance? Où qui a l'ambulance? Où c'est-il qu'on vous évacue? Dis, grand, tu le sais, toi, s'il y a des bagnoles? Donne ton bidon, dis, donne-le !» Les hommes qui voient et entendent cela s'énervent peu à peu. Ils disent « C'est nous qu'on y va à présent. Ah, malheur !» Des loustiques plastronnent. « Eh, Binet, tu les as numérotés, tes abattis? Ah, ma mère, si tu voyais ton fils !» Mais leur gaieté voulue ne trouve point d'écho. Le silence retombe, un malaise grandit. Et soudain, quelques fusants miaulent, hargneux, sur les bois. « Parrain, dans le fossé !» Nous frôlons les branches, nous nous empêtrons dans les ronces.
L'herbe étouffe le bruit de notre marche qui, tout à l'heure, sonnait clair sur la route. « Couchez-vous ! Il est bien temps. Ça vient de claquer juste sur nous. » Des cailloux ont jailli, j'ai perçu derrière moi des deux cris presque simultanés. Mes oreilles tintent, une odeur âcre flotte. « Mon lieutenant, ça y est le baptême! Regardez-moi ces deux jolis trous là !» Je me retourne et vois la bonne figure un peu anxieuse, encore joyeuse pourtant, d'un caporal qui a rejoint au dernier renfort. Il a débouclé son sac tout en marchant et me montre deux trous ronds qui ont percé le cadre au sommet. Un des extraits que je voulais vous lire. Le deuxième aussi, je me permets. Cette vidéo sera peut-être un petit peu longue, je m'en excuse, mais je voulais prendre plaisir à vous lire les extraits que j'ai choisis. C'est étonnant comme les Boches bougent peu, fatigués d'avancer. Il a dû en dégringoler des masses pendant qu'il montait vers la crête. Pas fatigué de tirer, par exemple. Quelle grêle! Et nos lebels aussi tous plus forts que jamais. À peine si l'on entend le crépitement des Mauser et les sifflements de leurs balles. Les Mauser, ce sont les fusils allemands. Qui est-ce là qui se promène? C'est le capitaine Rive, avec son éternel pic de giberet, paisible, les yeux partout. Rassénérant, il s'écrie en me voyant accourir. « Comment? Vous ? On vient de me dire que vous aviez reçu une balle dans le ventre. C'est vrai, mon capitaine, mais ça n'était rien pour cette fois, une veine. Et je tombe au milieu de mes poilus. Je prends leur tête. Allons-y, les enfants. Ce n'est pas encore ceux-là qui nous auront. Au tas de fagots, là-bas. » Il y a des nôtres un peu plus loin sur la droite. Une longue ligne de tirailleurs irrégulière mais continue. Les hommes ont profité merveilleusement de tous les abris. Ils tirent à genoux, derrière les arbres, derrière les piles de fagots. Ils tirent couchés, derrière des buttes minuscules, au fond de trous creusés en grattant avec leurs pelle-pioches. Voilà de l'utilisation du terrain. Voilà des hommes qui savent se battre. Derrière eux, à quelques mètres, des officiers dirigent le tir et observent. Il y en a un qui circule debout, de tirailleur en tirailleur, le nez à l'air et la pipe aux dents. Ah, celui-là! Et j'ai une émotion très douce à reconnaître le nez, la pipe et la barbe de Porchon. Porchon, j'en profite, c'est un des personnages auxquels je me suis attaché comme Panechon. Panechon qui était le bras droit de Genevois, avant d'être remplacé par Mounet. J'ai collé ma troupe sur la gauche, prolongeant la ligne. Les lebels de ma section font cœur avec les voisins. Par salve, joue, feu. Ça roule. Il y a des retardataires qui lâchent le coup de 2 ou 3 secondes après la décharge générale. Par salve, joue, feu. Un seul craquement et bref. La rafale jaillit d'une même volée. Bon, cette fois. Feu de 3 cartouches, toujours 400. Feu! Pas brillants, les tireurs Boche. Leurs balles s'égarent, trop haut dans les branches, trop bas, loin devant nous. Et leurs trompettes et leurs tambours, plus que molles, leurs charges, brisées, finies, mortes. Cessez le feu! Mes soldats entendent, ils passent le commandement, ils ne tirent plus, le fusil prêt, ils guettent le commandement nouveau. Feu de 2 cartouches. Le mot vole le long de la ligne. 2 cartouches, 2 cartouches, 2 cartouches. C'est épatant, c'est beau. Dire que tout à l'heure, j'ai eu envie de sauter sur la route, pendant que la mitrailleuse tirait, pendant que je voulais défier mes hommes qui tremblaient, parce que j'avais peur d'une débâcle honteuse, parce que... Est-ce que je sais maintenant? Ah, mes poilus retrouvés, les fesses que j'ai bottées tout à l'heure. Comme je regrette, chaque fois que mes regards rencontrent ceux d'un de mes soldats, c'est de la confiance et de l'affection qui s'échangent. C'est cela seulement qui est vrai. La colère là-bas, près de la route, les menaces, les gestes rudes, c'était un malentendu. N'est-ce pas, Michaud? C'est oublier le coup de semelle. Un bon rire spontané. Ha ha! Mon lieutenant, pensez-vous? Voilà. Et peut-être un ou deux pour la route, comme on dit encore. Je vais choisir pas celui-là. Pas. Ah. Allez, le dernier. Ils ont surpris, vers le bois carré, un patrouilleur allemand, et ils l'ont assommé. Ils ont fureté dans toutes les maisons du village, et ils les ont mis à sac. Ils sont entrés dans la sacristie, et ils ont forcé les armoires, volé les chasubles, les étoles et les linges sacrés. Cette nuit, ils s'en vont. En attendant que les postes rejoignent, ils se sont couchés sur les marches de l'église. Pas un ne parle, pas un ne bouge. D'instant en instant, il y en a un qui tousse, d'une toux rauque et profonde. L'église, dressée vers un ciel cuivreux, laisse tomber devant elle un vaste pan d'ombre où ils se sont blottis. Je ne vois d'eux que cette masse immobile, et couchée cette masse de fatigue prostrée sur les degrés de pierre.
Je les ai trop regardés vivre. Je sais que celui-ci est un lâche, et celui-ci une brute, et celui-ci un ivrogne. Je sais que le soir de Sommène, Douce a volé une gorgée d'eau à son ami agonisant, que Faou a giflé une vieille femme parce qu'elle lui refusait des œufs, que Chaffard, sur le champ de bataille d'Arancy, a brisé à coups de crosse le crâne d'un Allemand blessé. J'ai trop regardé les lueurs troubles de leurs yeux, les tares de leurs visages, tous leurs gestes de pauvres hommes. Je les ai regardés faire la guerre, et j'ai cru que je les voyais peut-être, que je les connaissais. Eh bien, j'espère que ces quelques modestes extraits vous donneront l'envie de lire, de relire, de découvrir ou de redécouvrir la belle écriture de Maurice Genevoix, ceux de 14. Le quotidien des poilus du côté de Verdun. Montsou sous les côtes, Ménil les Hurlus, Combre, le bois de Combre, ou si tu passais un boyau debout, t'étais mort. Bon. Ça m'émeut toujours, pour les raisons que j'ai dites au début de cette vidéo. Et en lisant ce livre, j'ai plein de souvenirs, plein de pensées se sont agglomérées. Je repensais à mes pèlerinages personnels au chemin des Dames, au Bois-Bello, dans le sud de l'Aisne, près de Château-Thierry. Mon séjour à Verdun avec mes grands-parents en 2013, au même moment où j'ai été à Colombey-les-Deux-Églises. Sur la route du Fournil, une route que je n'apprécie guère parce qu'elle est dans un état lamentable pour les trois quarts de la route. Il y a beaucoup de choses historiques dont j'avais souligné les aspects. La bataille de Quennevière, c'est un hameau à côté de Moulins-sous-Tauvent, en juin 1915. La butte aux Zouaves, où des Zouaves sont morts ensevelis à cause d'une mine. Puis le bois de Cutz, où de âpres combats se sont déroulés en septembre 1914 et en 1918, la dernière contre-offensive alliée, pardon. Et puis, j'ai repensé encore une fois, en lisant Genevoix, à un livre que j'ai lu récemment, dont j'ai fait modestement, humblement la promotion. Je vous le remontre encore parce qu'il faut le lire à tout prix, parce que c'est pour moi l'un des événements de cette rentrée littéraire, comme on aime à le dire. Je le remontre, de Femmes et d'acier, de Madame Cécile Chabot, que sans doute la plupart d'entre vous connaissent désormais, ou plutôt suivent. Et je vais vous en lire quelques extraits encore. Je sais, ça fait déjà 13 minutes, mais je tiens quand même à vous lire quelques extraits avec vous. Dans le désordre, parce que je veux que vous le lisiez également. Je suis contente que vous soyez bien, Bellagnon. Borgne de l'œil droit, presque sourd, le bras atrophié, Bellagnon avait pourtant eu aux tranchées un emploi fort pacifique. Chasseur décoré, il était chargé de porter la soupe aux camarades. Il avait attendu derrière une traverse et craignant que la soupe ne refroidisse, il était parti remplir sa mission. Un obus l'avait arrêté. Vous avez l'air palade, docteur, on dirait un bouton d'or qui végète près d'un mur. Je m'en vais pour divertir un peu. Tenez, c'est dans la greffe, et c'est rien poilant, c'est un théâtre. Le poilu. Dis donc, vieux, c'était une balle ou un éclat? Allons, on t'a rien fait pour ça. Mais tu peux pas rester comme ça. Alors, on a loupé la greffe? Oui, le cartilage, quoi. Ce qu'on sabote dans ton hosto. Et le secrétaire, toujours étonné. Faut venir au Val, vieux. On t'en réglera un pépère, un grec ou un retroussé, comme tu voudras. Mais de quoi parlez-vous, monsieur? Bah de ton nez, camarade. Et ça se voit que t'as été amoché, tu sais. Mais pardon? Mobilisé en août 14 comme secrétaire d'état-major, le poilu. Bah alors, c'est la nature qui t'a loupé comme ça? Moi qui croyais que ça te venait des boches. Mon pauvre vieux. Bellagnon éclata d'un rire tonitruant, le rire de celui qui ne s'entend pas. Il avait posé le journal et m'expliquait. Vous avez compris, hein? Le nez du secrétaire, il est si moche que le poilu croyait qu'il était des nôtres. Qu'il était blessé de la face, quoi. J'ai ébauché un sourire. Oui, c'est très drôle. Mon regard fut attiré par un autre texte, dont je ne vis que quelques lignes et qui suffit à m'attrister.
Et cependant, ses yeux plongés dans les ténèbres, ses lèvres qui face à le choc, chaos sanglant, doivent se souvenir, paradoxal, tremblant, le rire est demeuré, rayant les soirs funèbres. Il rit, dans la douleur des aciers effilés, au milieu des vapeurs lourdes du chloroforme, rire sublime et fou, rire des mutilés. Je rappelle que ce livre raconte le quotidien de la seule femme médecin mobilisée pendant la guerre, Nicole Girard-Mangin. Et ce livre est un très bel hommage à cette femme exemplaire, courageuse, et j'irais même jusqu'à dire quand même héroïque. Il faut que je retrouve ce passage, il me semblait l'avoir. Ah, voilà, c'est ça, c'est bien là. C'est le dernier, je vous assure, c'est le dernier. Mais le soir vint, et avec lui l'accident le plus grave que l'on puisse imaginer, toutes les lumières s'éteignirent. Cette obscurité soudaine eut sur les hommes un effet bien plus terrible que le grondement des bombes. Tous hurlaient, Appelez leur mère, appelez Dieu, ou m'appeler. Mais que pouvais-je faire? Le centre de production électrique doit avoir été touché par des projectiles. Que fait-on alors? Nous n'avons rien, pas de bougie, pas de lampe à pétrole, pas de lampe à l'huile. Il faut d'abord calmer tout le monde, après nous verrons. Et ce fut dans une obscurité totale que nous fûmes contraints de travailler toute la nuit. Je sortis à de nombreuses reprises pour respirer l'air du dehors. J'interrogeai l'horizon. Les bouches à feu laissaient des traînées rougeâtres, éclairant pour un moment le ciel d'une lueur blafarde. Puis tout retombait dans un noir d'encre. Les heures semblaient interminables. Au matin, l'ordre définitif de repli du personnel nous parvint enfin. J'étais rassuré pour mes infirmiers qui se tuaient au travail, rassuré aussi pour tous ces pauvres militaires qui rêvaient de rentrer chez eux. Mes 9 malades, du fait de leur état critique, ne pouvaient absolument pas quitter l'hôpital. « Mangin !» me dit l'inspecteur général au téléphone. « Vu la dangerosité de la bataille, il est hors de question que vous restiez sur place. Autorisez ça, c'est vous livrer aux Boches. Je vous en prie, si vous les voyez, le transport les tuera. N'insistez pas, Mangin. Les ordres sont les ordres. Il s'agirait d'apprendre à obtempérer, surtout en temps de crise. Mais je ne demande rien. Je veux juste rester avec eux et les soigner. Je suis consciente des risques encourus. Croyez-vous qu'un chef abandonnerait ses soldats sur le front ?» J'entendis le soupir de l'inspecteur et son air agacé. Je passerai tout à l'heure à la formation, je jugerai moi-même. Vous n'êtes pas possible, Mangin. Merci. Je savais bien que s'il se déplaçait, c'était pour se donner l'illusion que la décision allait venir de lui. Peu m'importait, lorsqu'il arriva, accompagné du médecin-major de 2e classe, j'étais résolu à tout accepter pour obtenir ce que je désirais. Il fit le tour des lieux, suivi de 2 infirmiers volontaires, à quoi il semblait transmettre des directives. À qui il semblait transmettre des directives, pardon. Puis il se posta devant moi. Bon, nous allons évacuer avec des autochires, venus tout exprès. Nous partons à Baléicourt. Je consens à vous laisser ici avec vos 9 malades. Voici les soldats Ouzé et Aubert. Ils vous assisteront. Et puis il ajouta, d'un ton moins brusque, je dois reconnaître que pour une femme, vous êtes sacrément vaillante. Le médecin-major, les larmes aux yeux, me serra la main. J'ai une fille de votre âge. Je suis bien triste de vous savoir autant en danger. Ne changerez-vous pas d'avis? Il est encore temps. L'inspecteur, qui n'aimait pas les effusions, coupa court. « Bien, Mangin, je veux que vous placardiez sur le baraquement les criteaux contagieux. » Je ne relevais pas l'ineptie d'une telle tâche, sachant que j'étais seul et que mes malades étaient alités. Mais je ne voulais qu'une chose, que tous s'en aillent et me laissent m'organiser. Après leur départ, je crus pouvoir m'asseoir et souffler. Malheureusement, les craintes du médecin-major se trouvèrent confirmées. Alors que le calme régnait enfin de notre abri tranchant avec le fracas du dehors, un tapage subit se fit entendre. Je tournai la tête, on enfonçait la porte à coups de crosse. Je me levai, prêt à tout pour défendre ceux que je soignais. 3 officiers allemands se ruèrent, revolver au poing. « Messieurs, dis-je fermement, c'est ici la demeure des infirmes et des suppliciés, restez où vous êtes. » Les officiers surpris se concertèrent un moment. Je les voyais me toiser l'un après l'autre, mais sur mon visage impavide, ils ne lisaient que l'assurance et le courage. Peut-être rechignait-il à tuer de sang-froid une femme. L'un d'entre eux s'avança et me dit en excellent français « Madame, nous sommes à la recherche d'un soldat ayant blessé une sentinelle. Nous devons chercher si aucun homme valide ne se cache ici. Vous ne trouverez ici que 9 êtres humains moribonds et mes 2 infirmiers. »« Laissez-nous fouiller, biteux !» me répondit-il en me bousculant. Ils se mirent à retourner les lits, faisant claquer leurs bottes malmenées.
faisaient claquer leurs bottes, malmenaient les malades sans ménagement. Certains d'entre eux, conscients mais vulnérables, pleuraient et gémissaient à la vue de l'ennemi qui soulevait leur couverture, les mettait à nu, leur criait dessus. Alors, folle de rage, j'intervins. « Messieurs, s'il vous faut une vie humaine pour payer l'écorchure faite à votre soldat, prenez la mienne. Mais c'en est assez de ce jeu stupide. Tous ici sont innocents. » Les 3 soldats s'arrêtèrent d'un coup. L'un d'eux s'approcha de moi. Nous étions face à face. Très près. Trop. « Soldats, partez maintenant, j'ai beaucoup de travail. » Je pouvais sentir son haleine. « Petite française prétentieuse. » Alors c'est en allemand, mais je lis la traduction française parce que je ne parle pas l'allemand. À part Guten Tag ou Auf Wiedersehen, c'est tout. Petite française prétentieuse, tu as bien de la chance d'être une femme, sinon je t'aurais déjà envoyé mon poing dans la figure et vous aurez terminé au revolver, toi et tes sales merdeux. Mais je préfère vous laisser crever ici. Je n'avais pas bougé. Inconsciente ou trop hardi, je ne sais pas. Dès qu'il eut fini, ce que je devinais être un chapelet d'insultes, il marcha vers la porte, suivi de ses 2 sbires. Et à l'instant précis où, soulagé, je sentis toutes les tensions de mon corps se relâcher, il fit volte-face et s'adressa à l'homme qu'il m'avait parlé en français. Ce faisant, il me tenait ironiquement par les yeux. « Mon commandant admire votre courage. Il voit le délabrement dans lequel vous travaillez et il aimerait vous aider. » Je n'eus pas le temps de réaliser ce qu'on me disait, pas le temps de réagir, pas le temps de voir que pendant que l'un traduisait, l'autre se dirigeait à nouveau vers mes malades. Il eut un formidable coup de feu, puis un 2e, un 3e, un 4e, un 5e. Et soudain le silence. J'étais tétanisé. « Ne me remerciez pas, vous disiez que vous aviez beaucoup de travail. Ya, 4 malades vous avez seulement maintenant. » Ils sortirent, vaincus, je m'effondrai. Ouzé et Aubert se précipitèrent pour me relever. Il ne nous restait désormais que 3 patients, car aux 5 hommes que l'Allemand avait lâchement assassinés, il fallut en ajouter un autre qui était mort de peur. Voilà, c'est tout pour moi. Alors je sais, ça doit être très long derrière un écran de téléphone ou d'ordinateur, mais j'espère de tout cœur que ces lectures de ces quelques extraits vous donneront vraiment l'envie véritable de lire ces ouvrages, de relire ou de lire Genevois, mais surtout de découvrir celui-là. S'il doit y avoir... Alors on va dire encore que je lustre. Non, je ne lustre pas. Quand j'aime quelque chose, j'en fais toujours la promotion, que ce soit pour les films, vous le voyez, ou pour d'autres ouvrages. Franchement, s'il devait y avoir des indispensables dans une bibliothèque au XXIe siècle, c'est celui-là, mais même les autres de Madame Cécile Chabot. J'insiste bien là-dessus. Voilà, je me permets en tout cas. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois. Allez, au revoir.